Au cœur d'un somptueux manoir en bord de mer au cap d'Antibes, sur la côte d'Azur, le silence régnait comme une malédiction. Elle entra dans ce manoir simplement pour nettoyer les sols. Mais ce qu'elle découvrit derrière une porte verrouillée changea tout. À l'intérieur, une petite fille était assise, immobile, silencieuse, brisée, oubliée du monde. Les médecins disaient qu'il n'y avait aucun espoir. Mais lorsque la femme de ménage commença à jouer, quelque chose se produisit que la science ne pouvait expliquer. Rester jusqu'à la fin, car ce qui avait commencé comme un simple travail se transforma en un miracle qui guérirait toute une famille. N'oubliez pas de nous dire dans quel pays vous nous écoutez et n'oubliez pas de vous abonner à Storyteller français. Anna Moreau s'essuya les mains sur son tablier et leva les yeux vers le grand escalier. Elle travaillait au domaine de la Croix depuis seulement 3 jours, et pourtant elle le ressentait déjà, cet endroit était trop silencieux pour une maison où vivait un enfant. Alors qu'elle dépoussiérait le long couloir, elle l'entendit, un son faible, presque un murmure. Un pleur d'enfant. Il venait du bout du couloir, de la porte qui était toujours verrouillée. Son cœur fit un bond. Elle hésita, puis tendit la main vers la poignée, mais avant qu'elle ne puisse la toucher, une voix claqua derrière elle. Anna. Elle se retourna brusquement, manquant de faire tomber son chiffon. C'était Marguerite Maggie Lefebvre, la gouvernante, les cheveux gris tirés en arrière, le visage dur comme le granit. « Que fais-tu près de cette porte ? » J'ai entendu quelque chose, madame. Un pleur ? Tu n'as rien entendu, l'interrompit Maggie froidement. Cette pièce est interdite. Je m'occupe de tout ce qui s'y trouve. Si tu veux garder ce travail, ne pose pas de questions. Anna baissa les yeux et hocha la tête. Elle avait besoin de ce travail désespérément. Après des mois de chômage, obtenir un poste dans la propriété de Richard Delacroix, l'un des hommes d'affaires les plus puissants de Nice, était une chance qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Mais cette nuit-là, alors qu'elle essayait de dormir dans la petite chambre derrière la cuisine, elle ne parvenait pas à oublier ce son, ce pleur faible et déchirant. Le lendemain matin, Richard partit tôt, comme d'habitude. Maggie était sortie faire des courses. L'infirmière n'arriverait pas avant midi. Anna se tenait au pied de l'escalier, tremblante. Elle savait qu'elle ne devait pas, mais quelque chose de plus fort que la peur la poussa à monter. La poignée tourna et à sa surprise, la porte s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un paradis d'enfants transformé en prison. Des rideaux blancs. Des peluches intactes. Du matériel médical contre le mur. Au milieu de tout cela, une petite fille était assise immobile sur son lit, fixant la fenêtre. Elle n'avait pas plus de 3 ans. Ses cheveux blonds étaient fins comme de la soie. Sa peau, pâle comme de la porcelaine. « Bonjour » murmura doucement Anna. « Je m'appelle Anna. Et toi, comment tu t'appelles » La petite fille ne bougea pas. Pas un clignement. Pas un son. Puis Anna remarqua ses jambes. Légèrement tournées vers l'intérieur, immobiles, faible. Dans un coin se trouvait un minuscule fauteuil roulant. Son cœur se brisa. Elle s'assit près du lit et commença à fredonner une vieille berceuse, celle que sa grand-mère lui chantait autrefois, parlant d'un petit oiseau apprenant à voler. La mélodie flotta dans l'air. Et puis, cela arriva. La tête de l'enfant se tourna. Ses yeux bleus, ternes quelques instants plus tôt, se posèrent sur le visage d'Anna, concentré, vivant. La voix d'Anna trembla. « Tu aimes la chanson » La petite fille cligna des yeux une fois. Juste une fois, mais suffisamment pour faire gonfler le cœur d'Anna. Le lendemain matin, Anna fut convoquée dans le salon. Richard Delacroix l'attendait, un homme grand, au début de la quarantaine, avec des yeux fatigués et un costume parfaitement repassé qui ne parvenait pas à dissimuler l'épuisement de son âme. « Asseyez-vous » dit-il simplement. Elle obéit, les mains tremblantes. « Ma gouvernante m'a dit qu'elle avait entendu quelqu'un chanter dans la chambre de ma fille hier, commença-t-il. Y êtes-vous entré » Anna hésita, puis hocha la tête. « Oui, monsieur. J'y suis entré. Je l'ai entendu pleurer. J'étais inquiète. » La mâchoire de Richard se crispa puis s'adoucit. Elle s'appelle Léa. Elle n'a ni marché ni parlé depuis plus d'1 an. Les médecins disent que c'est neurologique, quelque chose lié au cerveau qui n'envoie pas les bons signaux à ses jambes. Mais c'est plus que ça. Il s'interrompit, la voix brisée. Sa mère est partie quand elle avait 1 an et demi. Depuis, elle s'est arrêtée. D'essayer. De sourire. La gorge d'Anna se serra. Maggie a dit que Léa a tourné la tête quand vous chantiez, dit Richard. Est-ce vrai ? Oui, murmura Anna. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Pendant un instant, Richard ferma les yeux. Elle n'a fait ça avec personne. Pas même avec moi. Puis, doucement, je veux que vous continuiez à faire ce que vous avez fait hier. Chanter. Parler. Tout ce qui l'a fait réagir. Je doublerai votre salaire. Anna le fixa. Doubler ? Il hocha la tête.
Si vous pouvez atteindre ma fille, cela vaut chaque centime. Chaque matin, après le départ de Richard pour le travail, Anna montait à l'étage dans la chambre de Léa. Elle chantait, parlait et jouait à des jeux simples avec des chiffons et des jouets. Léa commença à réagir, un clignement, un sourire, un petit rire. Anna lui racontait des histoires sur sa propre fille, Émilie, qui était juste un peu plus âgée. Elle lui racontait comment Émilie adorait casser des tasses et accuser le chat, et comment parfois le rire pouvait guérir mieux que les médicaments. Un matin, tandis qu'Anna agitait les mains comme des ailes, Léa gloussa, un son doux et tremblant qui remplit la pièce d'espoir. Anna pleura. C'était le premier rire de Léa depuis presque 2 ans. Mais tout le monde n'était pas heureux. Maggie observait avec méfiance. « Tu donnes de faux espoirs », avertit-elle. « L'état de l'enfant est permanent. »« Alors pourquoi sourit-elle de nouveau ?» répliqua Anna. « Pourquoi regarde-t-elle les gens ?» Maggie ne répondit rien mais son visage s'assombrit. Le docteur André Keller, le médecin de famille, venait 3 fois par semaine. Lorsque Richard lui parla fièrement des progrès de Léa, il fronça les sourcils. « Ce sont des spasmes involontaires, pas des progrès, dit-il avec condescendance. Vous confondez réflexe et guérison. » Mais elle réagit émotionnellement, argumenta Anna. Elle se connecte. La connexion ne guérit pas la neurologie, répliqua-t-il sèchement. Les chansons ne réparent pas les signaux du cerveau. Richard se leva. Et pourtant, docteur, en 2 semaines, elle a fait plus de progrès avec Anna qu'en 2 ans avec vous. Alors nous continuons. Le médecin partit, raide, l'orgueil blessé. Un après-midi ensoleillé, une voiture s'arrêta aux grilles du domaine de la Croix. Une femme aux cheveux argentés en descendit, élégante et au regard perçant. « Où est ma petite fille ?» exigea-t-elle. C'était Éléonore de la Croix, la mère de Richard, la matriarche de la famille. Lorsqu'elle entra dans la chambre de Léa, elle s'immobilisa. L'enfant la fixa puis leva les bras. « Mon Dieu !» murmura Éléonore en se précipitant vers elle. « Ma petite Léa !» L'enfant se blottit dans ses bras. C'était la première fois qu'elle recherchait l'étreinte de quelqu'un. Ce moment changea tout. Éléonore devint une présence quotidienne, chantant, racontant des histoires, riant. Et la maison, autrefois remplie de silence, recommença à respirer. Les semaines passèrent. Léa devint plus forte émotionnellement, et peut-être même physiquement. Anna se souvint de quelque chose que sa mère, Maria Moreau, lui avait dit un jour, « Quand tu apprenais à tenir en équilibre, je te portais sur mon dos. C'est ainsi que tu as trouvé tes jambes. » Un matin, Anna fit la même chose. Elle souleva Léa avec précaution, la plaça sur son dos et commença à marcher lentement dans la pièce. Au début, Léa était raide, effrayée, puis elle se mit à rire, ses petites mains agrippant les épaules d'Anna. Et alors, ses jambes frémirent. Bougèrent. Anna s'immobilisa, les larmes coulant sur son visage. Tu le sens, mon amour? Tu bouges. Léa rit, un rire comme une musique pure. Quand Richard vit cela, il tomba à genoux. Elle a bougé, murmura-t-il. Elle a bougé. Quelques jours plus tard, entourée d'Anna, de Richard, d'Éléonore et même du médecin sceptique, Léa se leva tremblante mais debout. « Viens vers moi, » dit Richard, la voix tremblante. « Viens vers papa. » Un pas. 2 puis 3. Quand elle tomba dans ses bras, tout le monde pleura, même le docteur Keller, qui murmura, scientifiquement impossible, tout en essuyant ses yeux. « Papa, » dit doucement Léa. Son premier mot. 6 mois plus tard, une figure du passé arriva sans prévenir aux grilles du manoir. Victoria Morel, l'ex-femme de Richard. Elle était magnifique, élégante, et totalement déplacée dans cette maison. « Je suis venue voir ma fille, » dit-elle. Léa ne la reconnut pas. Lorsque Victoria tenta de s'approcher, la petite fille se cacha derrière Anna. « Je suis sa mère » insista Victoria. Anna resta ferme. « Vous l'avez abandonnée quand elle avait le plus besoin de vous. » Richard apparut. « Elle ne vous connaît pas. Laissez-la choisir. » Pendant des semaines, Victoria rendit visite chaque jour, apprenant à parler, à jouer, à être présente. Peu à peu, Léa l'accepta, une étreinte, un rire, une chanson partagée. Anna observait, partagée entre la joie et la peur que cette femme qui était partie autrefois puisse encore briser l'enfant. Puis, une nuit, Victoria cria. Il y avait quelqu'un devant la fenêtre de Léa. La fenêtre du premier étage. Richard vérifia, rien. Mais quelques jours plus tard, une enveloppe apparut à la porte. À l'intérieur, des photos, Léa jouant dans le jardin, dormant dans son lit. Et au dos de l'une d'elles, un message, elle aurait dû être à moi. Ce fut Maggie qui finit par parler. Il y avait une autre femme, il y a des années, avoua-t-elle. Elle a accouché le même jour que Victoria.
son bébé est mort. Elle a vu Léa à l'hôpital, et est devenue obsédée. Elle s'appelait Vanessa Dubois. Le sang de Richard se glaça. Le détective privé Michel Fournier retrouva la trace de Vanessa, mais avant qu'il ne puisse agir, Léa disparut. Son lit était vide. La fenêtre ouverte. Un autre message, maintenant, elle est à moi. La panique éclata. Michel travailla rapidement, retraçant les images des caméras de Nice jusqu'à Cannes. Et elle la retrouva dans un petit appartement loué près du port de Cannes. Richard voulut se précipiter à l'intérieur, mais Michel l'arrêta. Elle est instable. Laissez-moi lui parler. Grâce à un micro caché, ils entendirent tout. C'est ma fille, sanglota Vanessa. Il ne la méritait pas. Puis la petite voix de Léa, je veux mon papa. Je veux Annie. Vous voyez, dit doucement Michel. Elle veut rentrer chez elle. Quelques minutes plus tard, Léa se jeta dans ses bras. Lorsque Richard arriva, il tomba à genoux, serrant sa fille contre lui, les mains tremblantes. Vanessa, brisée et en larmes, fut placée en soins psychiatriques. Richard ne porta pas plainte. Elle est malade, dit-il doucement. Qu'elle guérisse. Mais elle ne s'approchera plus jamais de nous. Les semaines qui suivirent l'enlèvement furent difficiles. Léa faisait des cauchemars, avait du mal à marcher de nouveau, parlez-moi. Mais Anna resta. Elle chanta. Elle joua. Elle aima. Et peu à peu, la lumière revint. Victoria était là aussi, plus douce maintenant, humble, déterminée à rester. Éléonore racontait des histoires. Maggie cuisinait les plats préférés de Léa. Et Richard, il ne la quitta plus jamais. Le temps guérit. Anna et Richard se rapprochèrent, doucement, naturellement, deux âmes liées par le même miracle. Victoria le remarqua, mais sans amertume. Tu lui as donné quelque chose que je n'ai jamais su lui offrir, dit-elle à Anna. Ta présence. Quelques mois plus tard, Victoria décida de s'installer à Aix-en-Provence, pour recommencer à zéro, tout en rendant souvent visite à Léa. Avant de partir, elle dit, s'il te choisit, je lui en serai reconnaissante. Tu as sauvé notre fille. L'amour entre Richard et Anna grandit, patient et pur. Ils se marièrent lors d'une simple cérémonie dans le jardin du domaine de la Croix. Léa et Émilie furent les demoiselles d'honneur. Éléonore et Maria étaient assises côte à côte, fière grand-mère. Même Victoria était là, souriant à travers ses larmes. Lorsque l'officiant demanda, prenez-vous cette femme pour épouse? Richard répondit, je le fais déjà de toutes les manières qui comptent. Et lorsqu'ils s'embrassèrent, Léa sauta en criant, papa embrasse Annie. La foule rit à travers ses larmes. Les années passèrent. Léa devint forte, courant, riant, posant 1000 questions. Un jour, elle dit à Anna, je fais un projet scolaire sur la personne qui m'inspire le plus. Est-ce que je peux le faire sur toi? Anna sourit, les larmes aux yeux. Pourquoi moi, mon cœur? Parce que tu m'as donné envie de marcher à nouveau. Pas seulement avec mes jambes, mais avec mon cœur. Anna la serra fort contre elle. Et toi, mon amour, tu m'as appris à croire de nouveau. Ce soir-là, entouré de sa famille, Richard prit la main d'Anna sous la table. Leur maison, autrefois remplie de silence, débordait désormais de rire, de lumière et d'amour. Et vous, cher auditeur, croyez-vous que l'amour et la patience puissent accomplir de véritables miracles? Parce qu'au sein du manoir de la Croix, c'est exactement ce qui s'est produit. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires qui nous rappellent que, parfois, la guérison ne vient pas de la médecine mais de l'amour. Et merci de nous avoir écoutés sur Storyteller Français.